parler de 3 situations, très, très rapidement. Une première situation, provient d'un projet de recherche-action que nous avons fait il y a déjà, près de 20 ans, donc au début des années 2000, où nous avons, engagé dans ce projet des professionnels et des professionnels de la protection de l'enfance, mais aussi du réseau d'organisations qui viennent collaborer, participer en tant que partenaires au bien-être des enfants dans les collectivités locales ici au Québec. Mais aussi, nous avons engagé dans ce projet des parents, des mères et des pères. Et donc, nous avons fait des entretiens individuels, nous avons fait des entretiens de groupe avec ces personnes, nous avons même fait des entretiens croisés où des professionnels et des parents ont eu l'occasion de pouvoir dialoguer ensemble. Et dans un des entretiens individuels avec une mère, nous étions en train, l'équipe de recherche, de lire la transcription de cette mère. Et puis, à un moment donné, elle dit à l'intervieweur que elle est une bonne mère DPJ. Ici, l'acronyme DPJ, c'est le terme que l'on donne ici au Québec au dispositif de protection de l'enfance. Et donc, cette mère-là disait qu'elle était vraiment une bonne représentante de ce que, à l'intérieur de ce dispositif, on s'attend à ce qu'une mère soit. C'est un peu, par exemple, comme quelqu'un qui dirait, moi, je suis un bon patient à l'hôpital. Okay? Et l'intervieweur a eu l'intelligence de lui demander ce qu'elle voulait dire. Parce que parfois, on passe assez rapidement par-dessus ce genre de choses. Et la mère a dit deux choses. La mère a dit, ben oui, je suis une bonne mère, DPJ, parce que, premièrement, j'accepte mes torts. Et deuxièmement, je fais tout ce que mes intervenantes me disent de faire. Lorsqu'on a lu ça en équipe, nous sommes devenus très tristes de se rendre compte que nous avions devant nous, à travers le texte de la transcription de l'entretien, vraiment un exemple magnifique de ce à quoi le dispositif de protection de l'enfance rêve d'avoir à l'intérieur de ces opérations comme parent, comme mère. Donc, quelqu'un qui accepte les blâmes qu'on lui fait et quelqu'un qui n'a plus aucune autonomie dans l'exercice de son rôle de mère. Donc, donc déjà, il y a un peu plus de 20 ans, cette situation particulière nous a mis la puce à l'oreille que à l'intérieur du système, il y avait ce système cherchait à produire un certain nombre de choses et parmi ce certain nombre de choses, évidemment, protéger les enfants, répondre à leurs besoins, mais parmi ce certain nombre de choses, il y avait aussi une façon particulière de demander aux parents de se comporter, d'agir à l'intérieur du système. Et ça ne veut pas dire que cette mère-là, lorsqu'elle était chez elle avec ses enfants, qu'elle se comportait comme elle avait déclaré le faire dans l'entretien, mais elle disait qu'elle faisait vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir faire ça. Donc, première situation. Deuxième situation, à l'intérieur de cette étude particulière, donc il y a un peu plus de 20 ans, on a repéré des moments où à la fois les professionnels de leur côté et les parents de l'autre côté nous relataient, nous décrivaient des situations où ils arrivaient à une croisée de chemin. Une croisée de chemin où ils devaient prendre une décision, le professionnel ou la professionnelle en particulier devait prendre une décision de continuer d'agir en termes du cadre très strict du mandat
qu'on lui demandait de remplir ou de sortir de ce cadre-là pour pouvoir continuer à travailler avec cette famille, cet enfant, ses parents. Et dans ces situations, plusieurs professionnels, en fait, la majorité des professionnels nous disaient qu'arrivés à cette croisée de chemin, ils décidaient de sortir un peu du cadre et ils décidaient de le faire parce qu'ils avaient eu le soutien des parents pour le faire. Donc, ils étaient tous les deux ensemble en train d'expérimenter une forme de collaboration à pouvoir travailler ensemble, non pas complètement à l'extérieur du cadre, parce qu'ils gardaient un pied l'un et l'autre dans le cadre, mais avaient un autre pied à l'extérieur du cadre. Et là, ils se mettaient à inventer des façons d'être ensemble, des façons de pouvoir articuler leur rencontre, leur travail de collaboration de façon inédite. Et l'élément central de ça, c'est pas simplement de se retrouver à l'extérieur du cadre, mais c'était de collaborer ensemble à inventer quelque chose qui se situe à distance. Un autre élément, une autre situation dans laquelle j'ai été impliqué, pas du tout à l'intérieur de ce projet que je viens tout juste d'évoquer, ce projet de recherche que je viens tout juste d'évoquer. J'avais été invité à peu près à la même période à participer à un groupe de parole de parents à Montréal. Ça se passait dans l'ouest de l'île de Montréal et c'était en anglais. Donc, j'étais invité à participer à l'animation d'une rencontre avec ses parents. Il y avait 9 parents et la rencontre devait porter sur l'impact que les parents ont sur le développement de leurs enfants. Et j'avais été invité comme expert dans le domaine du développement des enfants pour pouvoir entretenir ses parents. Et lorsque la rencontre a commencé et que l'animatrice m'a présenté, elle m'a présenté comme vraiment un grand expert du développement de l'enfant. Et puis, comme on dit ici au Québec, elle a beurré épais. Donc, elle a et docteur La Charité, puis bon, voilà. Et plus elle en mettait, plus je voyais les parents s'affaisser sur leur chaise. Et puis, et, et là, elle dit, bon, elle va, docteur La Charité va venir nous parler de l'importance de ce que les parents font dans la vie de leur enfant pour pouvoir contribuer à leur développement, mais aussi constituer des obstacles pour le développement des enfants. Donc, plus elle continuait, plus je voyais les parents vraiment se retirer mentalement de cette rencontre. Et là, elle m'a passé la parole et puis j'ai dit, en fait, j'ai pas envie de vous parler de ça aujourd'hui. J'ai plutôt envie de vous parler de quel impact le développement de l'enfant a sur les parents. Et là, l'animatrice de rétorquer, non, non, en fait, docteur de la Charité ne parle pas très bien anglais. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est le contraire, c'est de parler de la façon dont les parents influencent le développement de leur enfant. Je dis, désolé, mais je suis bilingue, je parle très bien anglais et puis je veux proposer ici de parler de comment est-ce que lorsqu'on évoque le développement de l'enfant, comment cette idée du développement de l'enfant peut avoir un impact, peut influencer l'exercice du rôle de parent, comment les parents se sentent, quelle expérience ils ont à l'intérieur de ce rôle. Et là, les parents étaient très attentifs, entre autres parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait devant eux. Il y avait un litige, il y avait une tension, même dramatique, là, qui se construisait ici. Donc là, on a pu avoir leur attention. Et en bout de ligne, j'ai pu m'engager avec ses parents. Il y avait 8 mères et un père
à, à avoir une conversation sur, et c'est une des mères qui, un peu plus tard dans la rencontre, a évoqué ça, avoir une conversation sur ce qu'elle a appelé la politique du développement de l'enfant. La politique avec un petit p, OK? Donc, comment le développement de l'enfant, lorsque cette idée entre à l'intérieur de la vie d'un parent, d'une mère ou d'un père, comment ça vient cadrer, mais aussi contraindre énormément ce que ils peuvent faire, et comment cette idée-là est parachutée souvent de très très loin, de très très haut, à l'intérieur de leur contexte très local, à l'intérieur de leur vie très locale. Et, euh, et une autre mère, en fin de rencontre, a dit que, en fait, ce qu'ils ont l'impression, c'est que chaque fois qu'on parle du développement de leur enfant, en fait, on parle d'elles, hein, des mères, ou on parle des pères, et puis on en parle pour être en train de souligner tout ce qu'ils ne font pas, ou tout ce qu'ils ne font pas de bien. Donc, chaque fois que un professionnel arrive avec ce langage un peu abstrait, un peu conceptuel, qui que l'on est habitué d'avoir, hein, lorsqu'on parle du développement des enfants, ils ont l'impression qu'ils en font les frais de, ce discours. Et cette mère en particulier, à la fin de la rencontre, disait, nous serions beaucoup plus intéressés, puis elle disait par là que nous serions probablement beaucoup plus enclins à collaborer avec les professionnels. C'est plutôt que qu'on nous parle du développement de notre enfant, on nous parlait de notre enfant qui se développe. Donc, plutôt que de parler de child development, on parlait de developing child. Et donc, cet élément, cette expérience a été aussi importante dans, dans le développement de ma pensée pour mettre en lumière, mettre en évidence ce que j'en suis venu un peu plus tard à appeler la captation institutionnelle de la vie des familles et la captation institutionnelle de la rencontre entre les professionnels et les familles. Et là, je vais partager mon écran pour vous donner déjà un petit coup d'œil des idées qui découlent de cette constatation. Donc, je vais voir si les choses fonctionnent. Donc, en principe, vous devriez voir la page titre de l'écran. Et Ouais. vous devriez... Bon, parfait. Vous avez dans le haut de l'écran ce que je viens de vous décrire quand on parle de captation institutionnelle, une image très, très simple parce que c'est un terme vraiment horrible, c'est une expression horrible pour parler de ce qui se passe dans un dispositif comme celui de la protection de l'enfance. Mais en fait, lorsqu'on parle de captation institutionnelle, ayez en tête l'image de la planète Terre et de la Lune, et que la Lune, à cause de la force, en raison de la force de gravitation du corps céleste plus important, la Terre, évidemment, se tient dans son orbite plutôt que de partir. Et puis, la Lune elle-même a également un impact sur la Terre. Les marées en sont un exemple de la force gravitationnelle que la Lune va avoir sur la Terre elle-même en créant des phénomènes météorologiques qui peuvent être quand même assez importants. Donc, lorsqu'on parle de captation institutionnelle, ici, on parle de comment est-ce qu'un dispositif comme celui de la protection de l'enfance vient capter ce qui se passe dans la vie des personnes et vient faire en sorte que cette vie, elle est transformée, elle est traduite dans des codes, dans des significations qui peuvent être tout à fait exotiques, tout à fait étrangères à la vie quotidienne de ces personnes.
et qu'à l'intérieur de cette orbite institutionnelle, évidemment, on ne peut pas se comporter de la même façon que lorsque on s'éloigne de cette orbite, et on ne peut pas se penser soi-même non plus exactement de la même façon. Donc, il y a constamment ce travail de transformation, de traduction de la vie des familles, de la vie des mères, principalement beaucoup de la vie des mères. Actuellement, ici au Québec, on tente également de saisir de façon institutionnelle la vie des pères, et on constate que les pères ne réagissent pas du tout à cette captation institutionnelle de la même façon que les mères. Et on veut aussi, à travers ça, capter la vie des enfants. J'ai évoqué il y a quelques instants le concept de développement de l'enfant qui est majeur. Il y a il y a une source de captation de ce qui se passe dans la vie d'un enfant en particulier. Et cette captation, cette force de gravitation vient également influer sur la rencontre, sur la manière dont va être scénarisée cette rencontre entre des professionnels et des parents. Et puis, donc, les professionnels sont tout autant l'objet de cette captation que les enfants, les mères et les pères. Et c'est cette rencontre qui se produit à l'intérieur ici on appelle ça des épisodes de service. C'est encore une expression horrible. Okay? Donc, la rencontre entre des professionnels et des jeunes et des parents et des familles, on appelle ça des épisodes de service. Euh, Encore un exemple de captation institutionnelle de ce que signifie cette rencontre, non pas pour les acteurs eux-mêmes, mais de ce que signifie cette rencontre pour des acteurs qui sont beaucoup plus éloignés à l'intérieur du dispositif. Je vais parler brièvement aussi de ça un peu plus tard. Donc, toute cette captation institutionnelle crée un terrain, des conditions où, qui est très dénivelé sur au moins trois plans. Le premier plan, c'est sur tout ce qui touche l'expérience des personnes. Quand je parle d'expérience ici, je ne parle pas simplement de ce que les gens ressentent dans leur corps, ce qu'ils ressentent dans le contexte de leur vie ou dans le contexte de leur travail quotidien. Quand je parle d'expérience, je me réfère entre autres à Michel Foucault qui dit l'expérience, c'est l'acte de creuser son propre espace de parole à l'intérieur du langage. Donc, comment est-ce que j'arrive à m'exprimer en mots, avec des mots qui sont communs, qui sont partagés pour tout le monde, mais comment ces mots-là, je les ramène pour que je puisse m'exprimer moi et exprimer ce que je vis, exprimer ce que je pense, exprimer ce à quoi j'accorde l'importance, ce que je sais, ce que je conçois, exprimer ce que je ressens, mais exprimer aussi les rêves, les intentions, les inquiétudes, les problèmes, et aussi donner une voix aux actions que je pose dans ma vie. Comment je peux être en mesure de, de raconter pour moi-même ce que je fais dans ma propre vie et pas simplement ce que les autres viennent faire. Donc, ici, évidemment, lorsqu'on parle de captation institutionnelle et de déni de l'expérience, c'est que ça devient très difficile pour les personnes à la fois de pouvoir trouver cette possibilité de faire valoir, donc de déposer cette expérience à l'intérieur du dispositif de protection de l'enfance, et comment cette expérience-là, elle est rapidement transformée en autre chose. Donc, les familles, souvent, les parents, les jeunes vont souvent être racontés par d'autres. Ils ne seront plus nécessairement les principaux auteurs de leur propre vie. Et puis, lorsqu'ils entendent le,
la description de leur vie et de leur expérience, description institutionnelle, souvent ils peuvent se retrouver avec une impression d'étrangeté, comme ah, c'est de moi dont vous parlez? C'est de ce que il semble être important dans ma vie dont vous parlez. Donc, il y a cet élément ici en termes de déni de l'expérience. Et c'est pas, je le souligne, c'est pas juste l'expérience des familles, des jeunes, des parents qui est niée ou qui est sous contrainte ici. C'est aussi l'expérience des professionnels, ce qu'ils savent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils ont euh, comme idée, comme conception à propos de ce qui est un enfant, de ce qui est une famille, de ce qui est un parent, qui souvent devient clivé lorsqu'ils se retrouvent dans l'exercice de leurs fonctions, clivé par rapport à leur vie personnelle. Donc, on a par exemple fait des travaux où des professionnels euh, nous décrivaient que en fait, ils étaient beaucoup plus sévères avec les parents avec lesquels ils faisaient un suivi en protection de l'enfance qu'envers eux-mêmes dans leur propre vie. Et ça s'exprimait même de façon très, très concrète dans les plans d'intervention où on voyait apparaître une foule d'objectifs qui étaient imposés aux familles, une foule d'objectifs qui souvent était beaucoup moins important lorsque on se retrouve dans la vie de tous les jours de monsieur et madame tout le monde. Donc ça, c'est une autre partie des travaux que l'on a fait ici. Autre dénivellation, autre domaine qui est particulièrement affecté, c'est tout le domaine de la reconnaissance. La reconnaissance ici nous amène clairement vers le phénomène de l'injustice, parce que l'absence ou le déni de reconnaissance va souvent susciter des réactions qui sont des réactions de colère, d'affirmation, des réactions qui visent à dire j'existe d'une certaine façon. Donc ici, on a constaté que les jeunes et les familles, à l'intérieur du dispositif de la protection de l'enfance, mettent souvent beaucoup d'énergie à être en train d'envoyer le message, j'existe, hein, je suis là. Et puis ce que je pense, ce que je sais, c'est important. Et c'est la même chose aussi du côté des professionnels, où la reconnaissance de leurs intuitions, la reconnaissance de leur savoir très local lorsqu'ils circulent sur le terrain, souvent peut être très difficile à avoir une place dans le travail qu'ils peuvent faire. Et là, je vous parle du Québec. J'ai aucune idée si en France, dans votre coin de pays en particulier, si les choses se passent de cette façon. Rapidement, autre élément qui est une contrainte ou une répercussion qui crée une contrainte, c'est autour de la question de la réflexivité. Donc, lorsqu'on a souvent les situations de maltraitance ou de risque de maltraitance ou vous utilisez souvent l'expression d'enfance en danger aussi pour parler de ces situations d'enfance en risque. Donc, dans ces situations, souvent, une des choses euh, qui, qui a de la difficulté à exister en raison du contexte dans lequel les familles se retrouvent, c'est la difficulté à réfléchir, à avoir, à faire de la place à ce que Peter Fonagy a appelé la fonction réflexive dans la capacité des personnes qui s'occupent des enfants euh, peuvent avoir lorsqu'ils prennent soin de ces enfants ou de ces jeunes. Donc, la capacité à pouvoir examiner l'impact, les répercussions, les conséquences des décisions, des gestes que je pose dans la vie de mes enfants,
que mes enfants aussi apprennent à maîtriser au fur et à mesure qu'ils grandissent pour qu'ils puissent eux aussi être en mesure de comprendre l'impact que des gestes, des décisions qu'ils posent peuvent avoir sur les autres, mais aussi de pouvoir comprendre que ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ben, ça vient également de certains événements dans leur vie. Donc, toute cette fonction réflexive est souvent très contrainte dans les situations de mauvais traitement. Et lorsque le dispositif arrive, souvent ce qui se passe, c'est que cette réflexivité, en fait, elle devient localisée. Ce sont les professionnels qui prennent en charge cette fonction réflexive et qui réfléchissent pour le jeune, qui réfléchissent pour les parents et la famille, en espérant que cette prise en charge de la réflexivité ait un effet de modelage. Donc, les personnes qui en sont l'objet puissent commencer à le faire. Euh, je vous apprendrai rien en vous disant que ça ne fonctionne pas, ce genre de pratique où la réflexivité est complètement prise en charge par des gens qui sont autour d'une famille et qui laissent peu de place aux membres de cette famille pour pouvoir prendre du recul, prendre un peu de distance pour eux-mêmes réfléchir à ce qui se passe pour eux. Donc, ces trois éléments principalement nous ont emmenés, mes collègues et moi, à réfléchir, à penser à une pratique qui repose non pas sur des objectifs très loyaux, très abstraits, très lointains, par exemple, de développer le pouvoir d'agir des personnes. Tout ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait aligné sur ce que nous avons développé, mais d'être en mesure de se retrouver de façon beaucoup plus locale, beaucoup plus à proximité du travail des personnes pour penser une pratique de participation qui, comme je le mentionne ici, va reposer non pas sur des idées à l'extérieur, mais va reposer sur les actes de résistance des personnes, ici des familles, des parents, des jeunes et des professionnels, des actes de résistance et des actes de déprise de cette captation institutionnelle. Donc, comment est-ce que lorsqu'on est ensemble, on arrive à aménager cet espace que j'évoquais tout à l'heure d'être un peu à l'extérieur du cadre, un peu en dehors du cadre, mais évidemment jamais complètement à l'extérieur parce que à ce moment-là, c'est pas possible. Donc, de mettre l'accent sur ces actes de résistance pointe, ce sont un peu comme des doigts pointés dans des directions et on suit ces directions-là dans une pratique participative. Ce que ça implique de façon plus concrète, cette pratique participative, c'est entre autres de ralentir les opérations de traduction et de transformation du discours et de la conduite des familles. De ne pas cesser de le faire parce que cesser de le faire, ça voudrait dire se mettre en porte-à-faux avec le dispositif lui-même. Et puis, on sait très bien, il y a toutes sortes de mécanismes de régulation qui vont faire en sorte de nous ramener à l'ordre en tant que professionnels. Et puis, on crée des situations aussi dans le rapport avec d'autres organisations qui s'attendent à ce que, en protection de l'enfance, il y ait un certain nombre de choses qui soient faites et qui soient dites et qui soient pensées d'une certaine façon. Ici, donc, les plans d'intervention, les plans de service, chez vous, vous appelez ça aussi projet pour l'enfant. Donc, tous ces documents qui doivent être produits par les professionnels pour être présentés à des juges, pour être présentés aux familles elles-mêmes, pour être présentés à des collègues à l'intérieur du dispositif. Ici au Québec, on a un acteur qui s'appelle le réviseur,
qui passe en revue justement toutes les décisions qui sont prises et qui passe en revue les actes et les actions qui sont posées de manière à pouvoir rendre compte, est-ce que la situation s'est améliorée, est-ce qu'elle est restée stable, est-ce qu'elle s'est détériorée, que doit-on continuer de faire? Et à tous les 3 à 6 mois, ici au Québec, il y a ce genre de révision qui est faite pour les familles qui sont prises en charge. Donc, comment est-ce qu'on peut ralentir ces opérations de traduction pour justement donner de la place au deuxième élément ici que j'évoque, qui est de soutenir et d'enrichir le récit narratif des enfants et des jeunes. Donc, faire de la place à l'intérieur des rencontres, à la parole, à la voix des personnes, mais pas simplement la parole et la voix, mais comment on peut les soutenir, les aider à mettre en récit, à raconter ce qu'ils peuvent comprendre de leur vie, ce à quoi ils accordent de l'importance, ce qui les inquiète, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont comme conception, ce qui les guide en termes de conception, en termes de croyance. Bref, la mise en récit ici, elle est un élément qui est majeur dans ces actes de résistance et de déprise à la captation institutionnelle et majeur aussi, notamment dans le fait de redonner aux personnes la capacité de réfléchir à leur propre vie. Et on a toutes sortes d'outils que l'on a développés qui permettent de pouvoir faire ce genre de choses où on aide les personnes, on les soutient à mettre en récit leur vie. Et ça, faire le récit, raconter sa vie, c'est très différent de donner de l'information à propos de sa vie. Je ne sais pas encore si c'est quelque chose qui se produit pour vous, mais ici au Québec, beaucoup de jeunes et beaucoup de parents vont nous dire, moi, je suis fatigué de toujours répéter les mêmes choses à des personnes qui sont différentes. Chaque fois qu'il y a une nouvelle personne, je dois répéter les choses. Et donc, donner de l'information et répéter cette information, ça n'a pas du tout la même saveur que de raconter sa vie à quelqu'un. Raconter sa vie demande un engagement personnel. Et en général, les gens vont être beaucoup plus patients à raconter à nouveau leur vie devant de nouvelles personnes que de donner de l'information à nouveau à ces personnes. Autre élément, d'organiser, de faire en sorte qu'on passe d'une conversation qui porte sur les problèmes et les solutions à ces problèmes pour faire migrer cette conversation vers un dialogue qui porte sur les besoins et la réponse à des besoins. Des besoins chez les enfants, les jeunes, des besoins chez les mères et les pères, mais des besoins aussi chez les professionnels également. Et donc, ici, c'est pour rendre visible les conceptions, les valeurs, les savoirs que les personnes peuvent avoir et comment ils les combinent, ces savoirs, comment ils entrent en contact ensemble autour de ces savoirs. Et ça fait, ce dialogue fait en sorte de faire de la place à la fois pour les choses qui suscitent des accords. Donc, oui, nous nous accordons, oui, nous pensons un peu de la même façon à propos de certains besoins, mais nous ne sommes pas d'accord non plus, parfois et souvent, sur autre chose. Donc, comment le fait d'introduire, de déposer des éléments qui mettent en lumière des désaccords, des tensions, même des conflits, des polarités dans la manière de comprendre un enfant, dans la manière de comprendre ce qu'une mère ou un père a comme responsabilité, ça permet un dialogue qui est souvent beaucoup plus intéressant. Autre élément, je pense rapidement, negative explanation, c'est une expression qui a été proposée il y a plus de 60 ans par Gregory Bateson. Donc, une explication négative d'une situation, c'est en fait pas tant de se poser la question pourquoi ça va mal,
ou qu'est-ce qui se passe qui fait que il y a un problème, il y a une difficulté, mais de pivoter et notre attention pour, pour porter justement attention à qu'est-ce qui empêche que les choses aillent mieux, qu'est-ce qui empêche que les choses aillent bien dans cette situation, où sont les obstacles, où sont les contraintes et à quoi ressemblent-elles ces contraintes? De quelle nature sont les obstacles? Et ça nous amène très directement à construire des alliances avec les familles qui, en fait, sont pas simplement des formes de collaboration. Donc, on est d'accord sur les objectifs, on se met d'accord sur les moyens. C'est l'idée derrière le concept de collaboration. Mais ça nous emmène vraiment dans la zone d'une alliance. Et une alliance, ça doit être compris comme étant une collaboration pour faire face à un adversaire, pour faire face à un ennemi, pour faire face à un obstacle. Donc ici, ça nous amène avec les familles à être en mesure de pouvoir identifier quels obstacles, quels adversaires, pas seulement la famille rencontre, mais quels adversaires, moi comme professionnel, je retrouve sur ma route dans le travail de soutien à cette famille, à cet enfant, à ce jeune, cette mère, à ce père. Et donc, de ce côté, on n'est pas simplement en train de dire, ah oui, je vais vous aider à réaliser telle chose, mais je vais vous aider à faire en sorte que les obstacles qui vous empêchent de réaliser telle ou telle chose, on travaille ensemble et on se lie pour pouvoir, et on va aller chercher d'autres alliés aussi. Donc, l'idée d'alliance ici, elle est importante. Puis, ça nous amène aussi à, évidemment, à être en train de se dire que dans cette façon de travailler, dans cette pratique participative, le, le portage des enfants, des jeunes et des familles par, par les professionnels est vraiment très différent. On porte pas mentalement, ici c'est l'idée de holding de Winnicott, donc on porte pas mentalement de la même façon les jeunes et les familles avec lesquelles on travaille lorsqu'on s'inscrit là-dedans. Et tout ça, et je terminerai là-dessus, tout ça amène à établir et à consolider. Ici, je n'utilise pas le mot relation, je n'utilise pas le mot interaction, je n'utilise pas le mot lien, j'utilise le terme de correspondance. Donc, à établir et à consolider la correspondance entre les professionnels et la famille pour faire contrepoids à la correspondance que les professionnels établissent avec l'institution. Donc, les professionnels, je vous parlais tout à l'heure qu'ils sont localement liés à une foule de significations, une foule de codes. Donc, ils sont en correspondance avec ces éléments-là de façon quotidienne, de façon très intense. Et ici, ce que cette pratique participative cherche à faire, c'est de pouvoir faire en sorte que cette correspondance puisse être tout aussi intense avec les familles. Donc, les professionnels deviennent ici un pivot qui permet de faire en sorte que l'imputabilité, donc la responsabilité des actes qu'ils posent, n'est pas simplement ascendante, donc vers le haut, elle est aussi descendante vers les jeunes et vers les familles de façon particulière. Et le mot correspondance ici vient des travaux d'un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold, qui justement joue sur ce terme et sur les deux aspects de ce terme. Donc, correspondre, ça veut dire être en relation, être en train d'échanger, être un correspondant, c'est être sur le terrain et puis tenter de comprendre ce qui se passe. Et correspondre, ça veut dire aussi qu'on s'attend à ce que l'autre personne, les autres personnes alimentent cette correspondance. Mais l'autre sens, l'autre signification de correspondance, c'est ça correspond. Donc, il y a quelque chose qui est d'un ordre identitaire ici. Nous sommes ensemble sur un certain nombre d'éléments de notre vie et de notre travail. Je vais m'arrêter là-dessus pour que nous puissions avoir
quelques minutes pour justement aller chercher des réactions de votre part, des échos sur un certain nombre d'idées que je viens de vous exposer. Et puis, dans mon PowerPoint, je vais le laisser à David. Il y a des références en français, là, oui, en français, qui sont là, qui pourraient vous permettre de poursuivre un peu la réflexion sur ce plan. Je vais arrêter mon partage d'écran pour que nous puissions, comme on dit au Québec, jaser. Merci beaucoup, Carl. J'ai demandé à Emmanuel de rétablir la capacité de chacun de pouvoir activer son micro. Hein. Donc, c'est pas parce que Emmanuel active quelque chose que vous avez le micro ouvert. Il faut que vous fassiez vous appuyez sur le petit micro qui est en bas de votre écran. Et pour ceux qui ne souhaitent pas d'être enregistrés, de barrer la petite caméra qui se retrouve en bas. Merci beaucoup, Carl, hein, de cette présentation. Effectivement, moi, ça me fait quand même pas mal écho. On est engagé, effectivement, les associations d'Osiris, hein, sur cette question-là, du mieux travailler avec les familles, avec cette intuition que tu décris et que tu décris assez bien sur l'impression de cette captation institutionnelle, hein, que tu décris bien. En tout cas, ça me parle et je pense que ça parle à pas mal de professionnels. Est-ce que, alors, juste peut-être une petite question, mais je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui sont là, mais là, il y a Jean-Martin qui va vouloir poser une question. Moi, j'avais envie, est-ce qu'il y a on a l'impression que ça marche, peut-être, en tout cas, les propositions que tu proposes, les propositions que tu fais fonctionnent. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des moments où c'est pas possible, où tu as repéré ça dans tes recherches, ou tu aurais tendance à dire que c'est assez général et que ces conseils, ces choses que tu proposes marchent quasiment tout le temps? Je le mentionnais tout à l'heure, c'est un chemin joncé d'obstacles et c'est une pratique sous haute contrainte. Donc, c'est pas une pratique qui est facile à implanter, qui est facile à maintenir. Et d'où l'importance de l'encadrement, d'où l'importance du soutien que les professionnels peuvent avoir pour se permettre de s'engager de manière continue à l'intérieur de cette forme de pratique. Donc, évidemment, il y a des situations qui posent énormément plus de contraintes et de défis que d'autres. Et cette forme de pratique ici, elle n'a pas les résultats que l'on s'attend qu'elle ait. Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'alternative, c'est-à-dire ne pas faire ça, c'est pire encore. Donc, est-ce que c'est une histoire de succès? Oui et non. Comme, par exemple, j'ai écrit un papier là-dessus à propos de l'amour des familles. Donc, un des éléments qui, à un moment donné, se retrouve comme obstacle, c'est lorsque les professionnels, dans leur engagement envers les enfants, leurs parents, leur mère et leur père, vont se mettre à être très durs à l'égard de la perception qu'ils ont de ces personnes. Et dans une activité de supervision collective, d'analyse de la pratique, il y a quelques années, il y a des intervenants, des intervenantes qui ont dit une des choses que l'on constate et que l'on constate chez nous, mais aussi chez nos collègues, c'est que pour que cette forme de pratique réussisse, il faut qu'on aime les familles. Et ça fait bizarre d'entendre le mot amour dans un contexte de dispositif de protection de l'enfance parce qu'il n'y a pas de place pour pouvoir exprimer ce genre de concept et là, ils ont dit,
il y a certaines familles qui sont beaucoup plus difficiles à aimer que d'autres. Mais cet amour, et là, on s'est mis à déplier qu'est-ce que ça veut dire aimer une famille. Et donc, lorsque on commence à essayer d'analyser cette situation, ça implique un engagement particulier des professionnels. Et ça nous a amené, entre autres, à se dire, intervenir dans des situations de grande vulnérabilité comme celles qui viennent à vous dans les dispositifs de protection de l'enfance, ça signifie obligatoirement de se mouiller comme professionnel. Mais ce que ça signifie, le corollaire, c'est où et quand a-t-on la possibilité de se sécher? Et ça, souvent, c'est ce qui empêche les professionnels de se mouiller parce qu'ils n'ont rien pour se sécher. Et donc, la pratique participative dont il est question ici, elle est empêchée justement par un manque de ressources qui est très collé sur l'exigence que cette pratique-là peut avoir du côté des professionnels. Et c'est une exigence que les parents et les jeunes ont également. Dans un autre projet de recherche, on a constaté que, en fait, ce que les parents, on a fait l'étude avec des parents, ce que les parents attendent de la relation avec un professionnel, c'est justement ça, une relation. Ce que les professionnels attendent du travail avec les parents, c'est pas en premier lieu une relation. Parce que le système dans lequel ils se retrouvent présuppose qu'ils sont interchangeables. Que lorsqu'un professionnel quitte pour une raison ou une autre, un autre le remplace, ben, ces professionnels ont en commun d'avoir un certain nombre de compétences. Mais c'est très difficile de concevoir que ce qui est central dans le travail, c'est la relation. Ce sont les habiletés relationnelles plutôt. Mais les habiletés relationnelles, ce n'est pas la relation. Donc, les parents attendent les professionnels sur ce territoire de la relation, ce territoire de l'engagement. Les jeunes aussi, les enfants aussi. Ok, merci. Alors, je vais donner la parole à Jean-Martin Deslauriers qui a levé la main, qui va pouvoir intervenir. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a des questions, hein, il y a des questions qui sont écrites, donc je pourrais les lire. Mais si vous souhaitez les dire, il n'y a pas de souci. Voilà, je laisse la parole une question à Jean-Martin Deslauriers, qui est chercheur et collaborateur aussi avec le labo d'Osiris. Merci, David. Merci, Carl. C'est très intéressant, comme d'habitude, de t'entendre. Je suis resté intrigué par le dernier point de tension et à la fois de rencontre entre intervenants et familles, en parlant de correspondances qui peuvent avoir le sens aussi du bas vers le haut, et non pas seulement donc l'institution sur les intervenants sur les familles. Donc, comment, peut-être par des exemples que tu as documentés, on peut induire donc ce sens vers le haut, tout en restant aussi cohérent avec le mandat de protection, hein, ce qui est aussi quelque chose qui est difficile à résoudre comme dilemme, comme conflit d'une certaine façon, d'avoir un rôle de contrôle social d'une certaine façon, mais en même temps, en souhaitant, comme tu le dis bien, établir une relation avec les familles, donc une correspondance. Donc, ce mouvement de bas vers le haut des intervenants avec les familles, tout en restant cohérent avec la mission de protection, comment tu as vu des situations évoluer ou des façons d'y arriver? En fait, Jean-Martin, on a même créé des outils et des procédures pour pouvoir renforcer ce genre de choses. Ici, au Québec, tu le sais, on a des procédures prévues par la loi qui doivent être respectées, qu'on appelle plan d'intervention et plan de service individualisé. Et donc, de ce côté,
les plans d'intervention, ici, lorsqu'ils sont faits sous ce régime de pratique participative avec des outils que l'on a proposés, entre autres des outils que l'on a regroupés sous le nom de l'initiative AIDES, AIDS, qui est un acronyme pour Action intersectorielle pour le développement des enfants et leur sécurité. Donc, il y a des outils qui ont été développés justement pour pouvoir renforcer ce dialogue entre les familles et les professionnels, entre les professionnels eux-mêmes autour d'une même famille, évidemment, et de faire en sorte que ce qui découle de l'utilisation de ces outils se retrouve dans les plans d'intervention. Et là, on se retrouve avec des plans d'intervention qui ne ressemblent pas du tout au plan habituel d'intervention. La voix, la perspective des familles y est beaucoup plus présente ici. Et quand on parle d'un plan de service individualisé aussi, moi j'ai appelé ça la grande messe. Hein? On regroupe autour d'une famille, et là je vais peut-être vous estomaquer un peu là, mais traditionnellement, un plan de service individualisé se passe de la façon suivante. Donc, on convoque un parent, souvent la mère, on convoque souvent pas du tout le père. Évidemment, on convoque pas les enfants dans cette activité. Et là, on réunit autour de la table, on essaie de réunir autour de la table tous les professionnels qui ont un rôle à jouer à l'intérieur de cette situation. Donc, on peut inviter une dizaine, une douzaine de personnes dans certaines cas, dans certaines situations. Et la façon dont ça se passe, c'est que ces personnes-là vont se parler entre elles pour coordonner ce qu'elles vont faire dans la vie de cette famille. Et je vous donne un exemple très, très précis d'une situation comme celle-là où il y avait une mère en situation de monoparentalité, donc pas de conjoint au moment où la situation se produit. Et puis, il y avait autour de la table 13 personnes. Il y avait même l'hygiéniste dentaire parce que cette mère avait 4 enfants en bas âge. Il y avait quelqu'un de l'école, il y a un qui s'occupait des problèmes d'apprentissage des enfants. Ben, bref, plein de personnes. Et puis là, tout le monde parlait entre eux pour essayer de... L'image que j'ai, c'est d'essayer de faire se juxtaposer des morceaux de casse-tête. Hein? Et puis là, la mère, timidement, elle lève la main et puis elle dit, parce que plus la conversation avançait, plus son agenda devenait un agenda de ministre. Hein? Imaginez-vous, 4 enfants, 13 professionnels qui ont des objectifs très différents. Et puis bon, et puis la mère lève timidement la main et puis quand est-ce que je vais avoir du temps pour voir mes amis? Là, la conversation s'est arrêtée. Les professionnels se sont regardés. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est fascinant, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, OK, se faire des amis, c'est la responsabilité de qui d'aider cette personne-là à travailler la relation avec ses amis. Ils avaient entendu absolument rien à propos du besoin de cette mère et de l'acte de résistance qu'elle était en train timidement de faire, de chuchoter, oui, mais je ne suis pas juste une mère, je suis aussi une femme. Et comment ça entre dans la conversation? Donc ici, lorsqu'on fait un plan de service avec cette pratique participative, en fait, ce que l'on met au centre, ce ne sont pas la perspective des professionnels. Ce qu'on met au centre, c'est la perspective des familles à propos de leur situation. Et ça implique
la mère, le père. Ça peut impliquer d'autres personnes aussi qui sont directement engagées dans la réponse aux besoins des enfants. Ça peut impliquer les enfants eux-mêmes lorsqu'ils sont suffisamment âgés. Et donc, comment on met en place une situation où les professionnels vont devenir une caisse de résonance pour ce que les familles peuvent avoir envie de planifier dans leur vie. Donc, la planification des services, elle est subordonnée à la planification des actions que ces personnes-là ont la possibilité, ont envie de poser à l'intérieur de leur vie et des actions qui peuvent être importantes à poser et qui n'émergent pas tout naturellement. Et que là, par exemple, envoyer un enfant à l'école, ça peut ne pas émerger naturellement. Donc, ça apparaît dans cette caisse de résonance comme étant un élément qu'on dépose. Et puis, on pose la question à la famille, où est-ce que ça se situe dans votre plan à vous? Hein, cet élément de retour à l'école. Je pourrais vous donner plein d'exemples sur cet élément-là. Super, merci beaucoup. On a une question qui nous a été posée donc par Mathieu Jean-Jean, qui est éducateur à Samuel Vincent. Je vais te la lire, Karl. Pardon. Pourrions-nous avoir une idée de ce qu'est le terrain, entre guillemets, en protection de l'enfance au Québec? Fréquence, contexte des rencontres, dans un cadre classique, entre guillemets, pour mieux comprendre comment faire des liens. Donc, c'est une question de méthodologie, je comprends. Je ne sais pas si Mathieu est encore avec nous, s'il veut compléter sa question, ou si, Karl, ça te va, ou je la livre comme je l'ai lu. Oui, ben, je pense que Jean-Martin pourrait aussi très bien vous expliquer à quoi ça ressemble. En fait, ce que ici au Québec, on appelle l'étape de l'application des mesures. Donc, après avoir évalué le signalement et l'avoir retenu, considéré qu'il est, qu'il est valide, donc la sécurité et le développement d'un enfant est compromis. À ce moment-là, on s'en va sur quelles mesures on doit prendre, quelles actions on doit poser dans la vie des familles. Et il y a des intervenants qui sont associés qui sont responsables de l'application de ces mesures. Donc, comment ça fonctionne? Ici au Québec, on a beaucoup une logique de programme. Donc, avec chaque situation qui est prise en charge, la première question qui va se poser, c'est est-ce qu'on a une boîte à outils formalisée qui permet de pouvoir répondre à cette situation? Donc, si le signalement est retenu pour principalement pour des situations de négligence, on a des programmes d'intervention en négligence. Si c'est pour abus sexuels, il y a des programmes particuliers qui visent à intervenir auprès des jeunes, des enfants, de la personne qui est identifiée comme étant l'agresseur, les autres personnes autour. Donc, il y a des programmes là-dessus. Donc, sur le terrain, lorsque on tombe entre les programmes, dans l'interstice des programmes, souvent les professionnels vont être un peu démunis et se poser la question, je fais quoi? Quel est le programme? Et ce qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est souvent ils vont aller chercher à l'extérieur du dispositif de la protection de l'enfance, est-ce qu'il y a des ressources particulières qui existent avec qui je peux me lier qui va faire en sorte qu'on va répondre aux besoins d'un enfant. Je vous donne un exemple de ces interstices ici. Des enfants qui sont pris en charge par la protection de la jeunesse, dont l'un des parents souffre de problèmes de santé mentale. Donc, ici au Québec, il n'y a pas de programme pour pouvoir intervenir directement sur cet aspect en particulier. Donc, cet enfant peut être dirigé vers le programme d'intervention en négligence où là, il y a diverses actions qui sont posées. Mais cet aspect plus particulier de qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant dont la mère ou le père ou les deux a des problèmes de santé mentale? Quand j'observe des choses dans la conduite de mes parents, comment est-ce que je
fais avec ces choses que j'observe, comment je comprends ces choses-là. Et à ce moment-là, on va se diriger, les intervenants de la protection de la jeunesse, la protection de l'enfant, vont se diriger vers des organismes communautaires qui peuvent accueillir ces enfants et leur offrir un autre programme qui vise à être en train de travailler cet aspect-là. Donc, si vous venez au Québec, vous n'aurez pas le choix d'entrer en contact avec ces cantas hein, qu'on appelle des programmes. Et puis, bien évidemment, la critique que j'en fais, c'est que je ne suis pas le seul à faire cette critique-là. Bruce Perry aux États-Unis fait la même. Un programme n'est jamais efficace. Un programme, ce qu'il permet de faire, c'est de faire en sorte que la relation entre des professionnels et des familles soit efficace. Donc, c'est jamais un programme en lui-même qui est important. Et ça, ici au Québec, la Commission Laurent, notamment, nous rappelle qu'on a oublié ça. On a oublié que c'est pas parce qu'on a des programmes que ça se traduit en relations qui permettent de répondre à des besoins. Je vais laisser les réactions. Peut-être il y a des réactions, des gens qui ont envie de poser des questions à Karl. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des réactions, des réflexions? Il n'y a pas de... Personne ne veut prendre la parole? Ben, ce sera sûrement intéressant si je viens faire un tour chez vous, de pouvoir poursuivre cette conversation et puis que je puisse aussi probablement, je comprends un peu le silence, faire des liens avec votre propre pratique n'est pas toujours évident dans un cadre comme celui-ci. Donc, si j'avais la possibilité de venir chez vous, évidemment, je serais inévitablement amené à être centré sur ce que vous faites. Et donc, c'est moi qui réagirais à ce moment-là et qui poserais des questions et qui essaierait de tisser ma pensée avec la vôtre. Mais oui, en tout cas, tu es évidemment le bienvenu dans le Gard. Hein. On t'accueillerait avec plaisir. Moi, juste avant qu'on se quitte, quand même, du point de vue, alors je suis responsable hein, donc d'une institution. Tu nous invites un peu comment dire, à quitter une position de pouvoir, quand même. Il y a des enjeux de pouvoir qui se passent là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, je parle en tant que responsable, là, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'institution comment dire, ça se fragilise avec, on n'a plus nos repères, on n'a plus nos procédures, on n'a plus, enfin, ou alors on fait rentrer le récit des jeunes, des familles, ça je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a, comment on pense une institution dans ces cas-là? Comment elle garde encore sa consistance? Est-ce qu'elle elle ne risque pas de disparaître et c'est vraiment, enfin moi je trouve que si on va, et moi en tout cas ça me donne très envie hein, de relire et de confronter ce que tu nous proposes avec nos expériences du quotidien, comment on repense une institution? Comment on repense quelque chose de consistant avec cette ouverture que tu proposes hein, au récit, à nous laisser guider, à écouter les gens plutôt qu'à leur demander de répondre à des questions. Comment tu penses l'institution? C'est quand même quelque part un peu dangereux. J'utiliserais pas le mot dangereux, j'utiliserais plutôt ici le mot risqué. Hein. Je pense que ça implique de prendre des risques et comme toute transformation importante dans notre vie, ça comporte des risques. Donc, il y a des choses que l'on doit laisser aller, il y a d'autres choses qui peuvent les remplacer, mais ça ne va pas être automatique. Donc, il y a des moments de passage à vide. Avec mes collègues, justement, des collègues en France, en Italie, en Espagne, ici au Québec, nous
nous abordons cette question-là de façon directe. Et puis, ce que ça implique notamment, c'est de revoir les modes de gouvernance. Actuellement, les modes de gouvernance sont perçus comme étant inchangeables. Donc, pour que les choses fonctionnent bien, il faut il faut se gouverner de telle façon. Et nous sommes culturellement très influencés par des modèles de gouvernance qui, en fait, ont été créés très loin du dispositif de la protection de l'enfance. Ont été créés dans le domaine de l'entreprise privée et, bon, et on a transporté ça, on appelle ça le New Public Management, la nouvelle gestion publique. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais donc, ici, on n'est pas simplement en train de dire une organisation peut changer son mode interne de gouvernance. Il faut aussi lier ça au mode de gouvernance qui lie cette organisation à des instances plus élevées. En Écosse, donc au nord de l'Angleterre, en Écosse, ils ont négocié avec l'État ce qu'ils appellent un pathfinding. Donc, comment est-ce qu'on peut ensemble être en train de découvrir des sentiers nouveaux? Donc, on a besoin, une organisation peut difficilement faire ce genre de choses seule. Il a besoin de faire ce type de transformation avec les personnes à qui ils rendent des comptes, avec les personnes avec qui ils correspondent par en haut. Et puis, comment est-ce que ensemble ils peuvent arriver à explorer des choses nouvelles. Donc, on peut difficilement penser une modification de la gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle des personnes dans notre équipe, mais aussi dans ce réseau international, nos interlocuteurs, ce ne sont pas juste les organisations. Nos interlocuteurs, ce sont aussi les décideurs publics, les personnes qui prennent des décisions, et puis l'influence que l'on peut avoir, et pas seulement autour des organisations, mais l'influence aussi, on cherche à l'avoir également à ce niveau-là, des décideurs publics et de l'opinion publique, qui est un autre aspect dans la gouvernance, dans la gestion publique aujourd'hui. Les décideurs publics vont souvent beaucoup décider et administrer sur la base de l'opinion publique. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'on a un rapport avec les médias, comment est-ce qu'on travaille aussi avec les familles, et non plus en tant que famille qui reçoivent des services, mais en tant que famille qui sont des citoyens et qui peuvent s'exprimer sur plein de choses. Ça, c'est très important. Alors, il y a une question qui complète un peu la question là, je vais te la lire. Hein. Pour rebondir sur la question de David Payan, je me posais la question de la courroie de transmission entre institutions et professionnels au contact des familles, à savoir les chefs de service. Hein. Il serait intéressant de nous permettre d'exercer, soutenu, managé par des personnes engagées dans cette réflexion, cette pratique. Bon, je sais pas si c'est une question, en tout cas, c'est un souhait, c'est une volonté qui parle aussi bien à l'institution hein, qu'à toi, je pense. Oui. En fait, ça fait écho à une des conditions gagnantes de l'implantation de ce type de pratique à l'intérieur d'une organisation. Ça prend des personnes pour porter cette pratique-là, pas juste la mettre en pratique, l'implanter, mais ça demande aussi à ce que cette pratique soit portée à l'intérieur de l'organisation. Et là, les chefs de service sont des porteurs qui sont stratégiquement très importants parce qu'ils ont souvent l'oreille de personnes plus élevées dans l'organisation. Et un de leurs rôles, c'est pas tant d'avoir un impact sur les familles que d'avoir un impact sur leur propre organisation. Donc, c'est les endroits où ce genre de portage flanche de la part des chefs de service. C'est souvent des situations qu'on observe où la pratique elle-même s'éteint
avec les personnes qui changent à l'intérieur de l'organisation. OK. Les chefs de service sont très importants pour la mémoire organisationnelle. OK. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres remarques? Je ne sais pas, on arrive au terme de la... Alors, il y a une autre question de Mathieu. Pourrions-nous en savoir plus sur la différence que Monsieur Lacharité, donc Karl, fait entre cette approche et le DPA? Alors, le DPA, Développement du pouvoir d'agir. Oui, c'est ça, exactement, Ouais, dans la mesure où il évoque ici l'aspect politisation de cette question. En fait, dans le développement du pouvoir d'agir, dans cette approche, il y a une des assises importantes de cette approche, c'est la participation des personnes aux décisions qui concernent leur propre vie. Donc, il y a évidemment une parenté, un air de famille très, très fort entre la pratique participative et ce qu'on appelle ici l'empowerment, le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Et qui, en fait, ce développement du pouvoir d'agir a été une des sources de réflexion de la pratique participative. Donc, moi, j'ai pas de problème vraiment je me sens chez moi à l'intérieur de cette pratique qui se réclame du développement du pouvoir d'agir. La seule chose, c'est que dans cette pratique-là, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a des grandes valeurs, on a des grandes conceptions de ce qui est la justice, l'injustice, et puis on n'arrive pas nécessairement toujours très bien à voir comment concrètement ça peut se traduire dans la relation entre des vraies personnes sur le terrain. Et puis, évidemment, il y a le développement du pouvoir d'agir, il y a regroupé dans le monde une foule de personnes qui en sont arrivées à porter attention de manière très concrète à ça. Et puis, ce qu'elles découvrent ressemble beaucoup à ce que nous avons découvert en portant attention sur l'aspect de la participation des personnes. Donc, là-dessus, je pense qu'on a une relation très fraternelle. Ok. Je ne sais pas si ça répond à Mathieu qui a posé la question. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres réflexions. Sûrement pas, j'ai botté en touche. Okay. À cause de l'heure, en raison de l'heure, ok. Bon, j'ai une autre activité, moi, qui s'en vient. Ok, il y a du lien, en tout cas, on retiendra qu'il y a du lien. Oui, mais ouais, on a compris. Mathieu dit, ma question n'était pas polémique. Oui, effectivement, Mathieu est très intéressé par l'empowerment, donc je pense que tout ça se rejoint. Je voulais remercier Karl d'avoir fait le plaisir d'être avec nous. Évidemment, il y a plein de questions qui fourmillent sûrement à gauche, à droite. On restera en lien avec son accord, avec lui, pour faire écho s'il y a des choses qui naissent de tout ça. Et évidemment, on saisit la balle au bon et on lui souhaite la bienvenue. S'il veut venir nous rejoindre un de ces jours dans le Gard, on lui fera visiter notre beau département et on lui proposera aussi de participer à nos réflexions et ça sera évidemment un vrai plaisir pour nous. En tout cas, merci beaucoup Karl d'avoir passé ce temps avec nous. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre site Osiris, voilà. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous le faire passer, on les transmettra à Karl. Merci beaucoup, Karl. Et puis, bonne journée à toi, à Trois-Rivières. Merci, le plaisir a été pour moi. Au revoir. Super, merci beaucoup.